C'est tout naturellement que nous avions espéré trouver à nos côtés nos amis intellectuels de gauche pour la plupart, hommes et femmes que nous côtoyons depuis de si longues années, avec qui nous avions partagé de nombreuses causes: la liberté pour les peuples colonisés, la paix, la démocratie, l'Afrique du Sud, la Palestine, le Chili, le droit à l'avortement, la Bosnie, le Rwanda, les sans-papiers, la parité. La question des femmes dans les sociétés islamiques ne s'inscrivait-elle pas de toute évidence dans la continuité de ces combats, puisqu'il s'agissait encore de liberté et de dignité? N'étions-nous pas depuis longtemps au coude à coude sur ce front-là, et tout particulièrement avec les féministes européennes? Sur les discriminations sexistes, nous avions le même diagnostic et la même analyse de l'emprise religieuse sur l'infériorisation des femmes. Le patriarcat était universel. Elles ici et nous là-bas partagions la même idée sur la construction du rapport des sexes et sur l'exigence de liberté et d'égalité en droit des femmes. Ces accordailles allaient être remises en cause par le repli identitaire et le retour du religieux. Contre les discours antiféministes qui justifiaient des pratiques de ségrégation sexiste comme le port du voile, les féministes européennes ne font toujours pas chorus avec nous, féministes du Sud. Nous espérions trouver sous leur plume un refus ferme de l'amalgame religion-patriarcat. Sur ce sujet qu'elles connaissaient bien, nos amis sauraient tordre le cou au relativisme culturel. Hélas, alors qu'il s'agissait de savoir ensemble comment articuler le principe d'égalité des sexes à toutes les cultures, certaines féministes se sont ralliées aux thèses du relativisme culturel. Elles ne sont pas majoritaires, mais l'opinion publique les entend plus facilement que celles qui continuent à se mobiliser au nom des principes universalistes et qui sont accusées de ringardise. Ces positions antiféministes sont toujours reçues avec une grande complaisance. Pour preuve, le succès auprès des médias et de l'opinion publique du discours sur le bonheur et le professionnalisme des femmes prostituées, sur le choix des jeunes filles voilées. Ainsi, certaines féministes à travers le monde nous demandent: pourquoi s'opposer au désir de religion quand il est exprimé par un si grand nombre de personnes, hommes et femmes? Quelle est la légitimité du discours féministe contre ce choix? De quel droit imposer comme un principe universel celui de l'égalité des hommes et des femmes? Le faisant, ne portez-vous pas atteinte à cette liberté que vous revendiquez? Pourquoi refuser le statut dicté par l'islam quand il semble exprimer le libre choix de tant de femmes qui s'en réclament? Combien êtes-vous, vous les féministes? De toutes ces questions, la dernière mérite particulièrement. De manière insidieuse, elle renvoie à celle de notre légitimité à entrer dans le débat. Elle est encore plus irrecevable quand elle est posée par des intellectuels, des défenseurs des droits de l'homme, qui savent que ce genre de bataille commence sur le front des idées et non sur celui des statistiques. Je connais les méfiances actuelles à l'égard du rôle des intellectuels
qui surplomberaient la condition des opprimés au nom desquels ils mènent bataille. Les mouvements identitaires prétendent donner, eux, sans médiation, la parole aux opprimés. Quelle leurre! Ceux qui théorisent les revendications identitaires sont également des intellectuels surplombants. Ils n'ont pas donné davantage la parole aux opprimés qu'ils défendent selon leur appartenance à un groupe, émigrés, prostituées, femmes voilées. Eux aussi parlent au nom d'eux. Loin de moi l'idée de les priver du droit de s'exprimer. Mais je ne veux être exclu du débat sous aucun prétexte. La démocratie implique la libre expression de tous, y compris ceux qui sont moins directement concernés. Sartre ne disait-il pas « L'intellectuel est celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas ». Et puis, comment définir qui est concerné ou non? Comment répondre à la question, on l'abîme, de la définition des victimes? Aussi éloignée soit-elle une femme, quelle qu'elle soit, n'est-elle pas concernée par les pratiques imposées à ses semblables? Voilée, prostituée, femme battue, harcelée, répudiée, coépouse. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement des individus et des vies singulières, mais la morale qui organise le rapport des sexes et qui nous concerne toutes et tous.